Bonjour tout le monde. D'abord, un remerciement et une félicitation pour le comité d'organisation de cette 16e journée de neurologie du Sud d'avoir donc organisé et fait tout effort pour réussir cette manifestation scientifique dans ces conditions difficiles. Donc, ils m'ont demandé de parler des céphalées qui sont liées aux troubles de la pression intracrânienne. Juste pour préciser, donc, au cours de cette présentation, on ne va pas donc, entamer ou aborder l'augmentation ou les modifications de la pression intracrânienne qui sont secondaires à des lésions tumorales, infectieuses, inflammatoires ou bien vasculaires. Et on va parler essentiellement des hypertensions intracrâniennes ou bien des hypotensions intracrâniennes qui sont secondaires à une modification de tension de liquide céphalo-rachidien. D'abord, un petit mot sur la pression intracrânienne. Donc, la pression intracrânienne, en fait, c'est la pression qui siège au niveau du centre de la tête, c'est-à-dire le centre du système. Et ce centre se situe au niveau du foramen de Monro. Et cette pression, elle est généralement ne dépasse pas les 15-20 mm donc, de mercure. Juste pour une petite remarque d'autres pratiques, ce qu'on mesure nous, en pratique donc, la pression intracrânienne, on l'exprime en centimètres d'eau et non pas en millimètres de mercure. Lorsque donc, on veut donc convertir cette pression du centimètre d'eau en millimètre de mercure, en fait, il y a un facteur de 1,35. C'est-à-dire, si on a une pression à 27 centimètres d'eau, ça correspond en fait à 20 millimètres de mercure, qui est la limite de la pression intracrânienne normale. Alors, également une question d'autres pratiques, comment on doit mesurer la pression intracrânienne? Si on va mesurer la pression intracrânienne, donc pour nous, les neurologues, parce qu'on peut faire une mesure de la pression intracrânienne par des dérivations ou par un crétinisme direct ventriculaire, mais nous, en pratique, on doit mesurer la pression intracrânienne en position allongée en décubitus latéral. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on mesure, c'est la pression au niveau de la région spinale, mais on va rechercher la pression intracrânienne. Pour avoir la même pression au niveau intracrânien qu'au niveau spinal qu'on va la mesurer, il faut que l'aiguille de la ponction lombaire soit sur le même niveau que le foramen de Monro, c'est-à-dire la position en décubitus, en position allongée, idéalement en position latérale. Une autre remarque d'ordre pratique, il faut faire attention aux phénomènes ou des conditions qui peuvent modifier ou falsifier cette pression intracrânienne. C'est essentiellement les manœuvres de Valsalva. C'est-à-dire donc lorsqu'il y a des efforts importants, on peut avoir une augmentation de la pression intracrânienne. C'est essentiellement les cas des patients qui sont anxieux ou bien ceux qui pleurent au cours de la ponction lombaire. Donc ces manœuvres de Valsalva, ils vont entraîner une augmentation de la pression intracrânienne et on peut obtenir une pression intracrânienne qui est augmentée alors qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de la pression intracrânienne, mais c'est uniquement l'effet de ces manœuvres de Valsalva. Également, les sédations, surtout chez les enfants, une sédation, elle va entraîner hypercapnie et cette hypercapnie, elle peut augmenter la pression intracrânienne. Et cette augmentation de la pression intracrânienne peut aller jusqu'à le double de la pression normale, donc de la pression réelle. Et donc, dans ce cas-là, elle peut donner donc, un diagnostic erroné. Comment on peut donc médier à ça? Donc, pour les patients anxieux, donc, il vaut mieux, ou bien même pour les patients qui nécessitent une sédation, si on peut se contenter par des anxiolytiques ou de benzodiazépines avant la ponction lombaire, tant mieux. Sinon, si on est obligé de faire de la sédation, surtout chez les enfants, donc on va faire cette mesure de la pression intracrânienne, de la pression de LCR, immédiatement après la sédation pour éviter cet effet de l'hypercapnie. Entrons dans le vif du sujet, les modifications de la pression intracrânienne. En fait, on a deux pôles de modification de la pression intracrânienne. On peut voir soit une hypertension, une augmentation de la pression intracrânienne, soit au contraire, on peut avoir une diminution de la tension intracrânienne, une hypotension donc, au niveau de la boîte intracrânienne. L'hypotension, elle est définie par une pression qui est inférieure ou égale à 6 cm d'eau. L'hypertension, elle est plutôt définie par une pression qui dépasse les 25 cm d'eau. Et chez les enfants obèses et sédatés, c'est donc une hypertension est diagnostiquée si on a une pression qui dépasse les 28 cm d'eau. L'hypotension semble être un diagnostic qui est rare. Mais peut-être oui, il est rare, mais
également, c'est une entité qui est sous-diagnostiquée, de fait, des formes atypiques et de fait qu'un nombre important de patients qui ont une IRM normale. L'hypertension elle-même intracrânienne, elle est plutôt de diagnostic plus facile, surtout s'il s'agit d'une hypertension secondaire et même pour l'hypertension intracrânienne idiopathique lorsque la symptomatologie clinique et radiologique est évocatrice. Un point d'abord sur ces deux pôles différents de pression intracrânienne, de tension intracrânienne, c'est que l'hypotension et l'hypertension intracrânienne partagent une cellule neurologique qui concerne les céphalées, les nausées, les vomissements, les troubles visuels, les troubles auditifs. Donc, on va voir ces manifestations aussi bien dans l'hypotension intracrânienne que dans l'hypertension intracrânienne. D'autant plus que ces deux affections touchent le plus souvent les femmes jeunes. Les éléments ou les deux éléments diagnostiques qui peuvent ou qui permettent donc la distinction entre ces deux affections, c'est essentiellement la position d'abord parce que l'une, elle s'aggrave ou apparaît à l'orthostatisme et s'améliore par la position allongée, et l'autre, elle s'aggrave par la position allongée. Bien que cette distinction est parfois n'est pas aussi évidente. Le deuxième élément de distinction entre ces deux affections, c'est l'existence ou non de dème papillaire qui se voit au cours de l'hypertension intracrânienne. Donc, pour faire la part entre hypotension intracrânienne et hypertension intracrânienne, un élément très important de l'interrogatoire qui va rechercher ce contexte et puis un examen ophtalmo qui recherche cette œdème papillaire. Alors, commençons par les céphalées attribuées à une augmentation de la pression du liquide cérébrospinal. On a l'habitude de l'appeler comme une hypertension intracrânienne idiopathique. Mais cette question ou cette notion d'idiopathique doit être mise en question et on doit vraiment faire tout un bilan, tout un listing de pathologies associées ou causales avant de dire que c'est une hypertension intracrânienne idiopathique. C'est une maladie qui touche essentiellement les jeunes femmes obèses ou bien celles qui vont avoir une prise de poids, une modification de leur poids. Si on voit l'estimation de l'incidence aux États-Unis, elle est de 0,9 pour 100 000 habitants en général. Si on voit uniquement les femmes, donc ce taux augmente. Et si on va voir les femmes obèses, ça remonte jusqu'à 13 à 19 par 100 000 habitants. Avant la puberté, les enfants, les garçons et les filles sont presque également atteintes. Le diagnostic de l'hypertension intracrânienne idiopathique il va être facile lorsqu'on est devant une forme typique. Forme typique, c'est-à-dire avec des manifestations cliniques et radiologiques qui sont évocatrices de cette maladie. C'est le cas de cette patiente qui est âgée de 26 ans, sans antécédents, pas de prise médicamenteuse, sans antécédents pathologiques notables, et qui vient de se marier il y a quelques mois et qui rapporte une prise de poids de quelques kilos. Elle consulte pour des céphalées holocrâniennes, continuatives de pression, qui s'aggravent en décubitus, associées à des cervicalgies, des nausées, un obscurcissement visuel transitoire. L'examen trouve une parésie de 6 gauche, l'examen neurologique, le reste de l'examen neurologique est sans anomalie et le fond de l'œil a donc montré un œdème papillaire stade 2 unilatéral. Déjà, la présentation clinique, elle est très évocatrice, elle est très en faveur de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Nous sommes dans un contexte d'une femme jeune avec notion de prise de poids. Nous sommes devant un tableau neurologique des céphalées, vomissements et donc des éclipses visuelles avec une atteinte du 6 uniquement et avec une normalité de reste de l'examen neurologique et un œdème papillaire stade 2. Rien que par déjà la symptomatologie clinique, nous sommes fortement orientés vers une hypertension intracrânienne idiopathique. Mais on doit toutefois, complété par une IRM donc, cérébrale, il va rechercher les anomalies typiques ou les anomalies évocatrices d'une hypertension intracrânienne idiopathique. Donc, on voit dans notre patiente qu'elle présente un aspect d'une selle turcique qui est vide ou partiellement vide. Elle a un aspect tortueux du nerf optique. L'IRM montre également un aplatissement de la paroi postérieure du globe oculaire et on va avoir également dilatation du foramen de Meckel qui donc signifie un méningocèle par cette hypertension intracrânienne idiopathique. Donc déjà une symptomatologie neurologique classique, évocatrice de l'hypertension idiopathique, une IRM cérébrale qui a éliminé les autres diagnostics d'hypertension intracrânienne secondaire et qui a mis en évidence les anomalies caractéristiques d'une hypertension intracrânienne idiopathique. En plus, chez cette patiente, elle a une anémie hypochromocétaire, donc le bilan hormonal, son bilan hormonal en cours, le reste est sans anomalie. Et lorsqu'on a fait une ponction lombaire, on a trouvé une pression d'ouverture à 43
centimètres d'eau avec une composition cellularité et chimie qui est sans anomalie. Donc, dans les formes typiques d'hypertension intracrânienne hépatique avec des manifestations cliniques et radiologiques, il y a certains aspects radiologiques caractéristiques de cette hypertension intracrânienne. On a vu la satirique vue, on a vu l'aplatissement postérieur de la paroi postérieure des globes oculaires, une augmentation de la tortuosité du nerf optique, et puis, comme vous voyez sur cette IRM, une augmentation de l'espace sous-arachnoïdien périoptique également et en faveur de ce diagnostic. On peut également, dans ces hypertensions intracrâniennes, avoir des sténoses du sinus transverse. Donc, il ne faut pas s'affoler. Donc, on a des sténoses bilatéraux des sinus transverses et puis on peut également avoir une protrusion intraoculaire de la tête du nerf optique. Ce sont des anomalies radiologiques de l'hypertension intracrânienne idiopathique et ce n'est pas obligatoirement qu'on peut avoir tous les signes, toute la symptomatologie ou toute la sémiologie radiologique chez le même patient ou chez la même patiente. Donc, le diagnostic il est facile dans ces cas-là avec une présentation qui est typique. Mais le problème se pose lorsqu'on est devant des formes atypiques. Les formes atypiques soit par l'absence du symptôme majeur de cette hypertension intracrânienne hépatique qui sont les céphalées. En fait, selon la littérature, on peut cette hypertension intracrânienne, elle est absente déjà, c'est 10 à 20% des cas. Ce n'est pas un pourcentage qui est assez faible et donc les patients peuvent commencer leur tableau clinique par exemple, des troubles visuels. Le diagnostic également il est plus difficile chez les enfants. Chez les enfants, une hypertension intracrânienne idiopathique avec cette difficulté d'expression qui existe chez les enfants, elle peut se manifester par des troubles de comportement, un ralentissement scolaire, un retrait social, un manque d'appétit, des vomissements, sans avoir vraiment le tableau classique ou sans que l'enfant puisse exprimer ou puisse décrire ce tableau clinique caractéristique de la maladie. Le type également, les céphalées discontinues. Les céphalées, ce n'est pas obligatoirement qu'on peut voir des céphalées qui sont contenues, malgré cette augmentation de l'hypertension intracrânienne idiopathique, puisqu'on peut avoir une modification de la pression intracrânienne au cours de la journée. Et puis, on peut avoir des types de céphalées ou bien des caractéristiques des céphalées qui peuvent orienter ou peuvent confondre avec des céphalées surtout primaires, comme la migraine, comme les céphalées de tension. Par exemple, dans cette cohorte de 165 patients dans un essai thérapeutique sur l'hypertension intracrânienne idiopathique, 52% déjà ils ont des céphalées qui sont migraine-like. Et si on veut voir la localisation, les localisations cette atteinte holocrânienne ou ces céphalées holocrâniennes ne représentent que 36%. On peut voir des céphalées unilatérales, on peut voir des céphalées frontales, des céphalées postérieures. Donc, le tableau clinique ou les caractéristiques des céphalées sont vraiment très variées et qui peuvent confondre avec des pathologies ou des céphalées dites primaires comme la migraine ou les céphalées de tension. Donc, comment on peut s'en sortir? En fait, on va rechercher les signes qui sont associés aux céphalées qui vont nous orienter vers le diagnostic d'hypertension intracrânienne idiopathique. C'est essentiellement les signes visuels qui sont parfaitement différentes de celles, par exemple, de la migraine, des auras migraineuses visuelles. Avec ces scotums scintillants, cette manche migraineuse, on ne peut pas avoir une symptomatologie pareille au cours de l'hypertension idiopathique. On peut avoir un obscurcissement visuel, des éclipses visuelles, des signes d'un rideau de flou visuel ou bien d'obscurité qui se développe devant généralement un œil ou bien de deux côtés, d'un côté ou de deux côtés, mais avec cette marche migraineuse et avec ces manifestations visuelles, généralement, on ne peut pas les voir au cours de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Un des éléments qui est également discriminant très important, c'est l'œdème papulaire qu'on doit rechercher de façon systématique lorsqu'on est face à des céphalées d'allure migraineuse, mais avec une évolution qui est atypique, mais avec des manifestations visuelles qui sont atypiques. Il faut rechercher l'œdème papulaire et il faut caractériser les signes visuels. Donc, pour porter le diagnostic d'hypertension intracrânienne idiopathique, lorsqu'on a un œdème papillaire, le diagnostic doit associer un examen neurologique normal, doit avoir une imagerie normale qui élimine les causes secondaires, une composition normale de liquide céphalorachidien et une pression qui dépasse les 25 cm d'eau chez l'adulte et les 28 cm d'eau chez l'enfant. Le problème également se pose avec l'œdème papillaire. Parfois,
on peut donc mettre en évidence un œdème papillaire asymétrique. Ce n'est pas contre le diagnostic d'hypertension intracrânienne idiopathique, mais peut-être il faut donc se méfier et rechercher donc une cause secondaire avant de tenir ce diagnostic. L'œdème papillaire peut être même asymptomatique. C'est essentiellement chez les enfants. On peut les découvrir uniquement lors d'un contrôle donc usuel de l'acuité donc visuelle. Et enfin, il peut même être absent chez des patients qui présentent déjà une augmentation de la pression intracrânienne. Et quelles sont les conditions, dans quelles conditions on peut avoir donc l'absence ou la disparition ou la non-existence de cette œdème papillaire? C'est lorsque, par exemple, on a une atrophie optique préexistante. Donc, cette atrophie optique préexistante, donc il n'y avait pas donc les structures donc vasculaires qui vont développer donc l'œdème papillaire. On ne va pas avoir un œdème papillaire. Lorsque l'hypertension intracrânienne elle est d'intensité modérée, ou bien chez des patients avec des manifestations récurrentes, ou surtout lorsqu'on évalue à distance avec les phénomènes ou les mécanismes d'adaptation, on peut voir la disparition de cet œdème papillaire et on peut ne pas donc avoir sur le fond un œdème papillaire. Donc en absence d'un œdème papillaire, dans ce cas-là, on va garder les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un examen neurologique normal, c'est-à-dire une composition normale de liquide céphalorachidien, une IRM qui est normale, on ne montre pas des lésions secondaires, et une pression qui dépasse les 25 cm d'eau, mais en plus de ça, on exige qu'il y a une paralysie uni ou bilatérale du nerf abducens. S'il n'y avait pas donc cette paralysie unilatérale ou bilatérale du nerf abducens, il faut en plus des 4 conditions qu'on a déjà suscitées, au moins 3 parmi les manifestations radiologiques suivantes. Une septicémie vide, un aspect d'aplatissement postérieur du globe oculaire, une distension de l'espace périoptique ou bien un aspect tortueux des nerfs optiques, et puis la sténose bilatérale ou sténose des sinus transverses. Donc, avant de dire, comme on a dit, comment dire, c'est une hypertension intracrânienne idiopathique, il faut rechercher est-ce qu'il y a une condition qui peut provoquer, qui peut donc être à l'origine de cette hypertension intracrânienne. C'est essentiellement les thromboses veineuses cérébrales qu'on doit éliminer, donc bien évidemment par les IRM et les enjeux IRM. Une obstruction de veine jugulaire, elle peut donner un tableau d'hypertension intracrânienne idiopathique. Les syndromes des veines caves et les cœurs droits qui vont gêner le retour veineux et donc qui va entraîner une augmentation plutôt du système veineux et une augmentation de la pression intracrânienne et des manifestations qui peuvent donc simuler une hypertension intracrânienne idiopathique. De façon systématique également, il faut faire un interrogatoire minutieux sur les différents médicaments qui ont été pris avant l'installation de la symptomatologie. Ça peut être des antibiotiques, c'est la famille des tétracyclines, la famille des fluoroquinolones, ça peut être la vitamine A, des hormones comme donc, la thyroxine, les hormones de la croissance, les gonadotropes. Lorsque les patients également sous corticoïdes au long cours et qu'on a commencé à dégraisser le traitement de façon progressive, c'est les patients sous lithium. Donc, ces conditions, donc ces traitements doivent être donc un listing des médicaments qui ont été pris avant l'apparition de la symptomatologie. Il est nécessaire. Et puis, classiquement, les endocrinopathies, la maladie d'Addison, l'hyperparathyroïdie, et puis donc l'hypercapnie provoquée par le syndrome d'apnée de sommeil, il faut également le rechercher. Une anémie, bon, comme le cas de notre patiente, l'insuffisance rénale, et également on peut avoir une hypertension intracrânienne dans le cadre de certaines anomalies chromosomiques. C'est essentiellement le syndrome de Turner et la trisomie 21. Alors, pour rattacher ces céphalées à une hypertension intracrânienne idiopathique, donc selon la nouvelle classification de l'International League, la Headache Society, donc il faut que ces céphalées soient récentes ou bien une aggravation des céphalées préexistantes, mais cette aggravation doit être significative. Significative, c'est-à-dire il y avait une augmentation de la fréquence et ou de l'intensité d'au moins 2 fois donc les céphalées antérieures. Il faut voir le diagnostic d'hypertension intracrânienne qu'on a déjà vient de citer. La pression doit être dépassée donc les 25 cm d'eau et les 28 chez les enfants. Et puis il faut que la céphalée se développe donc de façon chronologique ou bien s'aggrave avec de façon en relation temporelle avec l'hypertension intracrânienne. Il faut qu'il y ait au moins l'un des 2 signes, soit des acouphènes pulsatives, soit l'œdème papillaire, et que cette céphalie ne peut pas être expliquée par une autre étiologie. Alors, la prise en charge de l'hypertension intracrânienne idiopathique passe par la perte de poids, bien sûr, puisque c'est le terrain sur lequel survient donc, essentiellement cette hypertension idiopathique, mais ce n'est pas uniquement. Et puis, donc, il y a les diurétiques, l'inhibiteur de l'intrase carbonique, l'acétylamide, le Diamox. Donc, on peut commencer par une dose 500 mg par jour en 2 prises, puis donc on va augmenter progressivement en fonction de la tolérance et de la nécessité jusqu'à 2000 mg par jour. C'est essentiellement pour les formes
modéré, donc à sévère, où l'acétosalamide peut avoir une action marquée par une amélioration du champ visuel et une amélioration de l'œdème papillaire dès le premier mois. Pour les autres diurétiques, en fait, on peut donc, l'idéal est d'utiliser l'acétosalamide. Mais s'il y a des signes d'intolérance, et pour une cause X ou Y, on ne peut pas utiliser le Diamox. Par exemple, dans notre contexte en Tunisie, il y avait donc en certain moment une rupture de Diamox du marché. Donc, on peut céder par les autres diurétiques, tels que le furosémide, l'azélix, l'esplénoctone, l'aldactone, mais leur effet donc, il est moins prouvé que pour le Diamox. Dans les formes sévères, on peut faire une pile évacuatrice donc, qui est pour donc, dégager et abaisser rapidement la pression intracrânienne, les fénestrations des gains des nerfs optiques, les dérivations lombo-péritonéales ou ventriculo-péritonéales et également les corticoïdes courte durée sans vraiment avoir des corticoïdes au long cours. Ça, c'était pour l'hypertension intracrânienne. Pour l'hypotension de liquide céphalorachidien, c'est une entité qui nous semble rare, mais qui semble également sous-diagnostiquée. Lorsqu'elle est secondaire, généralement diagnostic facile, ensuite une ponction lombaire par exemple, ou un traumatisme spinal, mais lorsqu'elle est spontanée, le diagnostic est encore plus difficile. Elle touche essentiellement également les femmes de 4e et 5e décennie. Il y a des facteurs prédisposants, puisque au cours de cette hypotension donc, spontanée de liquide cérébrospinal, il va y avoir une fuite de LCR à travers une déhiscence, une fragilité au niveau de la région urinaire, au niveau de la dure-mère, et ça peut se voir, cette déhiscence, cette fragilité, ça peut se voir dans les maladies de tissu, telles que la maladie de Marfan ou de l'air dans l'os. Les polykystoses rénales, il faut rechercher si les patients ont des décollements rétiniens au jeune âge, s'il a des antécédents familiaux de dissection, d'anévrisme, de valvulopathie neurohématismale, c'est-à-dire ce sont des patients qui présentent des maladies de tissu qui prédisposent à cette fragilité durale. Il faut rechercher une notion de traumatisme, chirurgie de la moelle, ponction lombaire, anesthésie péridurale. Parfois, c'est un effort qui est peu important chez les patients qui présentent, par exemple, des torsions répétitives de tronc. C'est les joueurs de tennis, de golf, yoga. Il va y avoir donc cet effort qui n'est pas, ou cet traumatisme qui n'est pas très important. Donc, il peut, chez ces personnes prédisposées, donc, être à l'origine d'une hypotension une hypotension du liquide cérébrospinal spontanée. Également, des anomalies rachidiennes peuvent donc également entraîner des dommages au niveau peuvent endommager la dure-mère, les hernies discales calcifiées, les osteophytes, les fistules veineuses et également les chirurgies bariatriques. Donc, comme on a dit, ce qui se passe au cours de l'hypotension spontanée, il y a une fuite du LCR à travers une brèche au niveau de la dure-mère et donc cette brèche va donner une diminution du volume, une baisse du volume de liquide céphalorachidien. La baisse du volume de liquide céphalorachidien fait que le cerveau qui flotte, qui baigne dans ce liquide céphalorachidien, et avec diminution du volume du LCR, il va donc descendre, il va avoir une descente crânio-caudale. Et avec cette descente du cerveau, on va voir une traction des structures nerveuses responsables de la douleur, ce qui explique pourquoi. Donc, on va voir cette hypotension spontanée a la caractéristique de l'orthostatisme, c'est-à-dire le passage à la position debout, elle va entraîner par cette baisse de volume du LCR une descente du cerveau, une traction des structures nerveuses et un déclenchement des céphalées lors de l'orthostatisme. Donc, comme on voit donc, dans cette IRM, un coupe sagittale, on voit une dose des amygdales cérébelleuses qui donne l'aspect d'Arnold Chiari et que chez certains patients, lorsqu'on on diagnostique de façon erronée ces patients comme porteurs d'une malformation d'Arnold Chiari, ils peuvent subir une intervention à tort alors que s'il s'agit essentiellement d'une hypotension spontanée du liquide céphalorachidien. Cette fuite de liquide céphalorachidien, elle va donc entraîner, puisque au niveau de la boîte crânienne, il y a une pression qui est constante. Et donc, la diminution d'un compartiment, elle va entraîner une augmentation des autres compartiments. Essentiellement, on va avoir une augmentation du système vasculaire, des sinus veineux. Cette augmentation se fait essentiellement au niveau des structures les plus élastiques, c'est les sinus veineux. Et cette dilatation des sinus veineux, elle va entraîner un épaississement et qui va montrer une épaississement et prise de contraste pachyméningée, qui va donner l'aspect d'une pachyméningite. Et ce n'est pas une pachyméningite, c'est un engorgement veineux qui va se présenter comme s'il s'agit d'une pachyméningite. On peut voir également un hypersignal sur l'IRM de la tige pétutaire qui également va être hyperimide. On voit cette IRM coupe coronale, il y a cette atteinte, cet aspect
donc pseudo-évoquant une pachyméningite, mais ce n'est pas une pachyméningite, c'est juste un engorgement veineux par cette hypotension spontanée. Également, donc, la sémiologie, elle peut être évocatrice. Donc, elle peut être évocatrice et elle peut être, donc, par conséquent, plus ou moins facile à diagnostiquer. Mais ce diagnostic, il est d'autant plus facile que le patient y veut précocement. C'est-à-dire, si on peut voir, si on peut diagnostiquer, si le patient consulte dès les premiers jours, dès les premières semaines de la manifestation, généralement, on peut, par interrogatoire minutieux, porter ou bien évoquer le diagnostic d'hypotension de liquide céphalorachidien. C'est essentiellement le caractéristique principale de cette affection, c'est la survenue à l'orthostatisme. Non seulement des céphalées, mais également d'autres manifestations qu'on va les voir. Donc, ce sont des patients qui vont se plaindre de céphalées qui surviennent à l'orthostatisme, qui vont s'améliorer en position allongée. Et là, également, il faut faire attention parce que chez certains patients, ils vont considérer comme c'est normal que les céphalées s'aggravent en position debout, qu'ils s'améliorent lorsqu'ils se couchent. Donc, il faut également bien poser l'interrogatoire pour de trouver ce rapport chronologique entre le passage à l'orthostatisme et l'apparition des céphalées, qui peut, donc ces céphalées qui peut avoir un temps de latence qui peut varier jusqu'à quelques dizaines ou quelques minutes, ou bien elles peuvent apparaître d'emblée dès le passage à la position debout, ils vont s'aggraver de façon progressive. Classiquement, ou bien les céphalées sont bilatérales, postérieures, sont d'intensité modérée à sévère et qui sont exacerbées comme dans les hypertensions intracrâniennes par les manœuvres de Valsalva. On va voir comme des signes associés les nausées, vomissements, la photophobie, les diplopies, flou visuel, les troubles auditifs, les vertiges. C'est un tableau qui également ressemble à l'hypertension intracrânienne idiopathique, sauf que ces manifestations apparaissent ou s'aggravent essentiellement lors de l'orthostatisme. Alors, malheureusement, cette symptomatologie n'est pas toujours, la symptomatologie n'est pas toujours évocatrice. Le diagnostic n'est pas toujours facile. Et c'est le cas d'un cas de littérature d'un patient âgé de 61 ans, un cadre dans le domaine des finances, et qui présente un déclin cognitif progressif depuis 3 ans, qui fait que ce patient, il oublie de payer ses factures, il est incapable même de rappeler les jours de la semaine. Et lorsqu'on a réalisé une IRM cérébrale, on trouve cette pose amygdalienne évocatrice d'une hypotension du LCR, on trouve une disparition de la citerne prépontique et on trouve également une déformation du tronc et un hypersignal au niveau de la région hippocampique droite, en fait, qui témoigne d'une hernie focale, et c'était un des troubles cognitifs en secondaire à une hypotension de liquide céphalorachidien. Le problème qu'avec le temps, la notion d'orthostatisme va s'atténuer progressivement. Donc, si on voit le patient tardivement, on ne va pas trouver cette notion de manifestation neurologique qui sont en rapport étroit avec l'orthostatisme et les céphalées peuvent débuter par exemple tardivement au cours de la journée. Les patients ou les céphalées peuvent revêter l'aspect des céphalées de tension et on peut passer à côté du diagnostic. Les céphalées peuvent être unilatérales, céphalées réveillant le patient la nuit comme l'hypertension intracrânienne, mais c'est une condition qui est relativement rare. On peut avoir des manifestations moins typiques, des mouvements anormaux, galactorrhée, troubles cognitifs, et il faut se méfier également des formes compliquées. Les hypotensions du liquide céphalogénien, ils peuvent se compliquer du fait de cette augmentation d'émission du LCR et dilatation des espaces soduraux. Le patient il peut se compliquer d'hématome sodéral ou de thrombose veineuse cérébrale. Et dans ce cas-là, la symptomatologie elle va être trop modifiée et on peut diagnostiquer à tort secondaire à un hématome sodéral, alors que nous sommes dans un contexte d'hématome sodéral qui complique une hypotension du LCR. L'examen neurologique peut orienter parce qu'il va être normal. Le fondeur peut montrer des pulsations veineuses qui témoignent de cette dilatation veineuse. La position de Trendelenburg, c'est-à-dire le patient en position couchée, la tête elle est inclinée à moins 10, moins 20 degrés. C'est une position qui améliore les céphalées et les éléments en faveur du diagnostic. Et à l'examen, il va rechercher des signes d'hyperlaxité articulaire en faveur du maladie de Morphan ou de l'air dans l'os. L'IRM a un double intérêt.
montre le signe évocateur d'hypotension, comme on a vu, et elle peut montrer également la cause de la fuite de LCR, mais elle peut être normale dans 20 à 25% des cas. Donc, on voit les mêmes caractéristiques, les mêmes signes qu'on a vus pour les patients. Et l'IRM médulaire de la séquence T2 FAT7, qui a une bonne sensibilité et une bonne spécificité, elle peut donc montrer cette fuite du LCR au niveau d'espace périduraux et permet ainsi le diagnostic d'hypotension de liquide céphalorachidien. La PL n'est pas systématique. Mais lorsqu'elle est réalisée, si on a un tableau typique avec une clinique et radiologique, on trouve le diagnostic où se situe la fuite du LCR. On n'a pas besoin de faire une ponction lombaire pour ne pas aggraver le patient. Mais cette ponction lombaire, elle peut montrer une hypotension du LCR qui est classique, qui est attendue, mais elle peut être, on peut avoir une normopression. Et cette normopression, en fait, elle est secondaire au mécanisme de compensation, à cette compliance, cette élasticité cérébrale qui va donc corriger la pression intracrânienne, et les signes cliniques sont secondaires à une diminution du volume du LCR et non pas à une diminution de la pression. Je vous conseille d'utiliser l'aiguille fine avec le numéro 24. Le LCR peut montrer une plécytose ou une hyperproteinurgie. La prise en charge, il faut un traitement conservateur, mais généralement le traitement conservateur il est peu efficace. Repos au lait, pied soulevé, ceinture abdominale. La caféine peut être efficace. Les corticoïdes, commencer par 50 mg par jour, puis dégression progressive sur 2 à 4 semaines, une hyperhydratation. Mais généralement, on va avoir besoin de faire un blood tâche. On va injecter de sang autologue, 10 à 20 litres. Cibler si on a le site, il est connu, mais généralement, dans un nombre important, on ne connaît pas le site de fuite du LCR. Ceci donc, le blood tâche s'effectue entre T12 L1 et L4 L5. Si on connaît le siège de fuite, on va cibler cette fuite. Le blattage peut être multi-étagé. On peut refaire les blattages, ce n'est pas d'amélioration. Et il faut faire le blattage avant le traitement des complications. Si on a un hématome sudéral, il faut traiter secondaire une hypotension, faire un blattage, traiter l'hypotension et par la suite faire l'évacuation de l'hématome. Une prise en charge chirurgicale est rarement, donc on a recours à une prise en charge chirurgicale. Donc, en conclusion, ce sont des affections rares, mais plutôt sous-diagnostiquées, surtout pour l'hypotension. La similitude diagnostique fait que l'interrogatoire a un intérêt important pour rechercher les conditions de survenue de céphalée, intérêt de l'IRM pour faire aussi bien le diagnostic de l'hypotension que l'hypertension et le diagnostic étiologique, et ça nécessite une diagnostic et prise en charge précoce parce que, surtout pour l'hypotension intracrânienne, si on passe la phase aiguë, la phase initiale, le diagnostic devient de plus en plus difficile. Je vous remercie pour votre attention.